Des frères Thierry sont toujours intéressants. Il invite toujours des personnes qui peuvent nous intéresser, puisque nous avons à peu près tous la même ligne de pensée, je suppose. Alors, moi, je vais vous faire un exposé sur Saint-Pétersbourg, mais sous un angle particulier, sous l'angle culturel. Moi, je ne m'intéresse qu'à la culture, si je veux dire. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de politique, mais mon chemin, c'est Saint-Pétersbourg, tout particulièrement, parce que du jour où j'ai découvert Saint-Pétersbourg, eh bien, c'était un mariage d'amour. Peut-être des fiançailles d'abord, mais c'est pas difficile. Et quand on a connu Saint-Pétersbourg, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Je ne connais personne qui ne soit allé une fois à Saint-Pétersbourg qui n'ait eu envie d'y aller. Alors, j'organise depuis minimum... ça fait 23 ans que j'y vais. J'organise minimum 1 ou 2 voyages par an et il y a des gens qui sont venus 4 fois. Alors on leur dit mais pourquoi vous revenez? Alors je me souviens de quelqu'un qui disait mais quand on a une belle femme on a envie de la revoir. Et bien Saint-Pétersbourg c'est une belle femme. Et pourtant quand je l'ai connue, je vous assure, c'était pas une ruine, mais c'était une ville dans un état absolument déplorable. Il y avait des trous dans des plaques d'égout qui manquaient sur la perspective Nevski. J'ai fait la réflexion, j'ai dit mais c'est pas dangereux. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Alors, à l'époque 92, c'était encore la mentalité, tu fais semblant de me payer, je fais semblant de travailler. Donc, ils avaient des mentalités de fonctionnaires, comme on a chez nous maintenant, et ils se laissaient vraiment conduire. Alors, j'ai vu Saint-Pétersbourg évoluer beaucoup, et je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Alors prochainement, nous allons faire un voyage à Moscou, parce que c'est pas pareil, hein, Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est deux villes et deux mentalités différentes. Saint-Pétersbourg, c'est une aristocrate, Moscou, c'est une grosse bourgeoise. Mais il y a des merveilles à voir à Moscou. Il faut pas, c'est pas péjoratif. Le bonheur de Saint-Pétersbourg, c'est d'avoir été détesté par Staline. Parce que comme ça, il n'a pas fait trop de restauration, entre guillemets, à coups de béton. Et c'est pour ça qu'en 1992, la ville était dans un très mauvais état. Alors, en 2003, Saint-Pétersbourg a fêté le 3e centenaire de sa création. Fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand, c'est une ville jeune, contrairement à Rome et à Paris. Mais ça n'en est pas moins chargé d'histoire. Je ne connais personne, comme je le disais, de cultivé ou de sensible à la beauté sous toutes ses formes, qui ne soit allé une fois à Saint-Pétersbourg et n'ait eu envie d'y retourner. Cette ville est une source inépuisable de sensations, quelle que soit la saison. Moi-même, qui suis allé, je vous dis, 33 fois, pour des raisons variées et pour des périodes plus ou moins longues, j'aspire à chaque fois que je rentre à Paris, mais avec toujours plaisir de rentrer à Paris, d'y retourner. Mais oui, parce que la vie n'est pas la même, le climat n'est pas le même, et puis on est bien chez soi quand même, hein, même si on peut rêver à quelqu'un d'autre qui est loin. Saint-Pétersbourg est la 2e ville d'Europe par sa superficie et la 5e par sa population. Paris, c'est un gros bourg à côté, hein, et vos jambes s'en aperçoivent quand vous vous promenez dans Saint-Pétersbourg. Vous dites, oh, c'est à côté, sur le plan. Mais l'à côté est peut-être lointain, parce que Saint-Pétersbourg n'a pas été créé dans des remparts, c'est pas un Kremlin, et c'est une ville qui a été construite, disons, sur des marais. Donc, on a fait Pierre le Grand a voulu des grandes avenues, enfin, il les a voulu sur l'idée d'un Français qui s'appelait Leblond, s'inspirant d'ailleurs de Versailles. Et tout de suite, tout est gigantesque. Les petites rues, ça ressemble plus à nos avenues qu'autre chose. Alors, Saint-Pétersbourg est donc très grande, la plus grande ville de Russie par son étendue, 1439 km², et la 2e ville par sa population, avec 5 millions d'habitants, après Moscou, capitale du plus grand pays du monde, il ne faut pas l'oublier. Vous noterez que la Russie est 2 fois plus grande
que les États-Unis d'Amérique et qu'elle fait 32 fois la France. Vous voyez tout de suite l'échelle qui permet de... Il faut voir les choses avec un autre regard. Son territoire, la Russie, s'étend sur 11 fuseaux horaires. C'est le plus grand pays du monde et autrefois ça faisait, je ne sais plus maintenant, mais 1/6 des terres immergées. Donc imaginez-vous quand on va d'un côté à l'autre de Saint-Pétersbourg. Alors, pour beaucoup de gens, Saint-Pétersbourg est en Russie, ce n'est pas la Russie. C'est Saint-Pétersbourg, tout simplement. Une ville originale par son aspect, née de la volonté de son démiurge Pierre le Grand, qui voulut donner à la Russie une fenêtre sur la grande mer septentrionale et par là même sur l'Europe, afin de capter les influences et en faire bénéficier son immense empire. Cela lui a valu de nombreuses critiques de la part des slavophiles qui la trouvent abstraite et préméditée selon Dostoïevski. Étrangère dans sa propre patrie selon Gogol, cette ville bâtie et décorée par des Italiens, des Français, des Allemands est pourtant plus russe que tout autre. C'est Gogol qui le dit. Pour les Russes d'aujourd'hui, c'est tout simplement la capitale du Nord. Sa réalisation fut un défi à la nature sauvage, mais il permit au prix d'efforts colossaux de faire surgir des marécages au prix d'efforts colossaux cette ville superbe. Sa légende noire parle de 100 000 morts sur le chantier, mais ce chiffre est absolument sans fondement. Il a été défini par des étrangers qui sont sans doute venus à Saint-Pétersbourg, mais qui ont tout de suite critiqué Saint-Pétersbourg parce que, comme beaucoup de gens, Saint-Pétersbourg c'était une erreur. On ne faisait pas. Il y avait Moscou, c'était la ville, vraiment la capitale de la Russie, et Saint-Pétersbourg c'était un anachronisme. Et bien l'anachronisme a réussi. Hein. Et alors, mais des historiens qui ont écrit une remarquable biographie qui s'appelle Vladimir Berilovitch et Olga Medvedkova, auteurs d'une précieuse, très précieuse même histoire de Saint-Pétersbourg, disent que ce chiffre est absolument sans fondement et dans le livre, il le démontre. Alors, Saint-Pétersbourg est musique pour les yeux, mélodie pour l'âme, résume Vladimir Troubetskoï, auteur d'un remarquable ouvrage sur Saint-Pétersbourg, mythe littéraire. Ceux qui s'intéressent à l'art, à la littérature, ne peuvent lire qu'avec profit ce livre écrit par le prince-professeur, comme on l'appelle, qui était enseignant à Paris, qui est de la famille Troubetskoï. Ils sont nombreux, hein, les Troubetskoï. Alors, selon l'UNESCO, qui en 1990 a inscrit son centre-ville au patrimoine mondial de l'humanité, avec les domaines impériaux de Pavlovsk, Peterov et Tsarskoye-Selo, qui maintenant d'ailleurs font partie de l'Oblast, disons la super-commune. La ville de Pierre le Grand fait partie des 10 destinations préférées des touristes et des vacanciers, selon l'UNESCO. Par son patrimoine culturel, par ses activités dans ce domaine, Saint-Pétersbourg mérite bien l'appellation de capitale culturelle qui lui est donnée. Siège du pouvoir impérial russe et capitale de l'Empire de 1712 à 1918, Saint-Pétersbourg a conservé de cette époque un ensemble architectural exceptionnel, sans cesse embelli par la volonté des tsars qui lui ont imprégné leur marque et en ont fait une des plus belles villes du monde. C'est la ville des Romanov. Ainsi en résulte son apparence, harmonieuse et splendide, née de la combinaison de la grande variété de ces styles architecturaux répartis de part et d'autre de ces grands boulevards rectilignes, des espaces majestueux, des parcs et des jardins clos ou fermés de grilles magnifiques. On doit aussi sa grandeur à sa position sur la Neva, large ici de 500 mètres, et aux innombrables canaux revêtus de granit gris qui confèrent à lui donner cette beauté
tout à fait exceptionnelle qui frappe le visiteur. Une balade en bateau sur les canaux et sur la Neva, c'est absolument extraordinaire, quel que soit le temps. Les bateaux mouches, on pourrait dire, et qui font ça, sont tous recouverts, on peut tous se mettre à l'abri, même quand il pleut ou quand il neige. En créant, quand il neige, quand c'est pas encore gelé, parce qu'à partir du mois de novembre, les canaux, tout ça, c'est gelé. Mais c'est pas terrible, une seule fois, j'ai pu traverser avec mon groupe la Neva à pied. Ah, les gens étaient tout frémissants. Et quand on est arrivé, on a traversé entre la forteresse et l'Ermitage, j'ai vu que la glace fondait. Mais en fait, c'était tout simplement les toilettes de l'Ermitage qui faisaient de l'eau chaude dans la glace. J'étais quand même pas très rassuré. Responsable du groupe, je me disais, bon... Alors, en créant sa ville, Pierre avait en tête Amsterdam. Ainsi, Saint-Pétersbourg devient la seconde Venise du Nord. Elle est construite sur une mosaïque d'îles. Certaines sont très grandes, d'autres minuscules, mais il y en a 42, séparées par 75 canaux qu'enjambent 300 ponts. Vous comprenez pourquoi on l'appelle la Venise du Nord. Mais effectivement, ça ressemble plus, par certains quartiers, à Amsterdam. Et c'est toujours des balades extraordinaires d'aller se promener sur les quais, les canaux, et c'est un enchantement permanent, même si les trottoirs ne sont pas tout à fait idéaux pour déambuler dessus. Alors la ville compte aujourd'hui près de 4000 monuments protégés. 4000 monuments protégés. 15% de ces constructions, soit au total 2400 immeubles, sont sous la protection de l'UNESCO, en tant que témoignage de l'histoire et de l'architecture mondiale. Dans ce domaine, Saint-Pétersbourg n'est dépassé que par Venise. Et la tâche est difficile pour faire face économiquement à l'entretien de ce patrimoine, car à côté des monuments majeurs, il a la nécessité de restaurer en profondeur les nombreux immeubles qui ont été négligés pendant la dégradation des façades causées par la population industrielle et la circulation automobile intense dans la ville. Il faut quand même être honnête, c'est que les soviétiques ont beaucoup restauré la ville après les bombardements allemands. Heureusement, allemands, pas seulement allemands, finlandais, etc., disons l'armée nazie. Heureusement, la célébration du tricentenaire de la fondation de la ville en 2003 a permis de reprendre la ville en main et occasionner la restauration de nombreux bâtiments majeurs. Ce magnifique effort se poursuit de nos jours dans l'ensemble de la cité, avec un zèle tout à fait important de la part des autorités et des habitants, malgré quelques funestes erreurs, de très mauvais goût dus à la vénalité de certaines grosses entreprises et aux soi-disant progressistes qui n'ont pas compris que le centre de Saint-Pétersbourg n'était pas une ville comme les autres et qu'il devait rester inviolable. Nous avons échappé il y a peu de temps à la construction d'une immense tour qui devait être construite à proximité de Smolny, c'est-à-dire tout près de la ville. Mais les Pétersbourgeois ont tellement manifesté qu'ils ont réussi à empêcher le projet qui était pourtant financé par la compagnie des gaz, comment ça s'appelle, Gazprom. Mais ça n'a pas été inutile puisqu'on a fait des fouilles à l'emplacement où devait avoir lieu la tour de Gazprom et on a découvert est-ce qu'on peut dire des bâtiments? Non, des ruines qui dataient du néolithique. Et donc, quand on dit que Saint-Pétersbourg est construit au XVIIIe siècle, il y avait à quelques centaines de mètres de la ville déjà des habitations à cette époque. Alors, les principales tendances de l'architecture des XVIIIe, XIXe et XXe siècles sont tous réunies à Saint-Pétersbourg. Ce qui explique pourquoi on qualifie parfois cette ville de musée de plein air. Pour comprendre véritablement cette ville-musée, il faut ainsi pouvoir déambuler à pied le long de la perspective Nevski et de certaines de ses rues.
c'est tellement beau qu'on n'a pas l'impression de faire des kilomètres. Un jour, nous avions quelqu'un qui ne voulait pas rentrer à pied, c'était loin, etc. Alors nous, on décide tout simplement de rentrer à l'hôtel à pied, tranquillement. Et on est en train de papoter dans le vestibule, ou dans le hall, comme vous voudrez, de l'hôtel. Et on aperçoit nos gens, hilars, et qui dit, devenez où on venait. Eh bien, ils étaient montés à pied, alors que soi-disant, ils ne pouvaient pas marcher. Mais la Nevski est une succession d'architectures superbes de différentes époques, et alors on ne voit pas le temps passer. Ce que je vous propose de faire, c'est de venir un jour avec nous, de visiter cette ville-musée qui était vraiment exceptionnelle. Notre prochain voyage prévu, si Dieu nous prête vie, est prévu pour la fin mai. Alors prenez contact avec moi, parlez-en au frère Thierry ou à Massimo, et puis on pourra toujours y revenir. Et nous vous ferons visiter la ville à pied, ou éventuellement en car, puisqu'un jour on prend toujours un car pour faire les espaces immenses des quartiers différents de la ville, mais aussi par le métro, parce que le métro c'est quand même la solution la plus rapide pour aller d'un endroit à un autre. Il n'a pas la beauté de celui de Moscou, parce que celui de Moscou c'est presque une sorte de palais, d'ailleurs c'était voulu dans cet esprit par Staline. Mais alors ce qui stupéfie les gens c'est de prendre le métro à Moscou. Comme le métro doit passer sous la Neva, eh bien vous avez pour 5 minutes, 4 fois 60 secondes, pour descendre au quai qui est en bas. Pas à pied, en escalator. Ah oui, pas à pied, Dieu merci. Surtout pour la montée. Mais 5 minutes en escalator. Alors, mais il fallait bien passer dessous. Et puis alors Staline l'avait fait aussi avec une petite idée derrière la tête. C'était un abri anti-atomique. Anti-bombardement, pardon. Pas anti-atomique. Et anti-bombardement. Et ceci dit, c'est quand même Nicolas II qui avait prévu de faire ce musée, la Révolution, ce métro, qu'on peut appeler musée. Mais à Saint-Pétersbourg, il y a quelques belles stations, mais je répète, ça ne vaut pas le métro de Moscou. Alors, Saint-Pétersbourg n'est pas seulement un joyau d'urbanisme et d'architecture du passé, c'est aussi une capitale culturelle de premier plan. Elle propose des dizaines de musées. J'ai pas réussi à avoir le chiffre réel, mais il y a des musées partout. Il y a les grands musées, bien entendu, comme l'Ermitage, le musée russe, le palais Menchikov, mais il y a aussi des quantités de musées pour des peintres, des écrivains. Faire la liste, ce serait trop long. Et il y a toujours quelque chose. Ça n'aura pas coûté cher aux soviétiques. Ils se sont donné la peine de piquer les collections privées et de les installer ou de les réinstaller dans les maisons qui ont été à l'origine les habitations des écrivains. Mais merci de l'avoir fait parce que ça a protégé beaucoup de choses, de documents. Et on y apprend, on peut visiter. Nous, on fait un voyage qui dure une semaine, ça pourrait durer 3 semaines. Vous avez toujours quelque chose à découvrir, surtout si vous vous intéressez à la culture. Alors, qui n'a pas entendu parler du musée de l'Ermitage, bien sûr. Il a été créé par Catherine II, dans 2 galeries, ajoutées au Palais d'Hiver, construit par Rastrelli pour y présenter ses collections. Plus tard, Nicolas Ier y ajouta le nouvel Ermitage pour faire de l'ensemble un musée ouvert au public dès 1852. Les soviétiques poursuivirent l'œuvre impériale en observant le palais d'hiver. Et quand on visite l'Ermitage, attention, on a pour une journée, vous pouvez y passer 3 jours aussi. Tellement il y a de choses à voir. Et sur une superficie totale de 9 hectares, dont 400 pièces, 60 000 œuvres des maîtres des plus grandes écoles européennes sont présentées sur les 3 milliards conservés. Et je pense que le chiffre même,
J'ai dit combien? Les 3 millions conservés. Ce chiffre, à mon avis, doit maintenant être augmenté, puisque le musée de l'Ermitage s'est agrandi par d'autres annexes et il ne cesse de réunir des pièces pour faire ce qu'ils appellent le Grand Ermitage. Le musée russe, le deuxième musée de Saint-Pétersbourg, celui que je préfère personnellement, est consacré à l'art russe, sous toutes ses formes et de toutes les époques. Des icônes aux peintres d'avant-garde, y compris les arts décoratifs, auxquels il faut ajouter les expositions tempéraires. C'est uniquement de l'art russe, tandis que dans l'Ermitage, c'est de l'art européen. Et c'est donc complémentaire. Alors, le musée russe a été créé en 1895 par Nicolas II dans le palais néoclassique du grand-duc Constantin, construit par Rossi pour satisfaire aux vœux de son père, qui avait voulu créer une collection d'art national répondant à la galerie Tretiakov de Moscou. Effectivement, c'est du même ordre, sauf que c'est mieux présenté à la galerie Tretiakov, parce que c'est un bâtiment moderne, et que le palais Rossi, il date quand même du 19e siècle. On pourrait dire que le palais Rossi, c'est le style de Saint-Pétersbourg. C'est ces grandes colonnades classiques, mais ça a une gueule pas possible. Alors, ceux qui manifestent un intérêt tout particulier envers l'art national russe pourront continuer leur quête en poursuivant la visite par le musée d'anthropologie installé dans une autre aile du palais. Je recommande chaudement cette visite. La première fois que j'ai découvert, il y avait 3 salles. Maintenant, il y en a pour une demi-journée de visite, si vous voulez visiter des costumes, les isbas de tel endroit. Enfin, c'est assez extraordinaire. Également, moins connu que les 2 premiers, sans doute à cause de son implantation sur le quai de l'université dans l'île Vassilievski, le palais Menchikov n'en est pas moins très important pour les amateurs d'art. Construit dès 1610, il est le plus ancien palais de pierre de la cité pétrovienne. Il conserve une importante collection d'œuvres d'art du début du XVIIIe siècle. Autrefois, c'est là que Pierre le Grand, qui avait des goûts grandioses mais assez simples, il vivait, il s'était fait construire son premier palais, est une petite maison où les grands ont du mal à se passer, pourtant il faisait près de 2 mètres au moins. Et alors il vivait là, et puis quand il organisait une fête, il allait chez son copain, le prince Menchikov. Et ce palais a été transformé après la mort de Menchikov, qui était un petit peu, il nous faisait penser, je ne citerai pas de nom, à certains hommes politiques français de notre époque. Il confondait souvent ses intérêts, ses biens et ceux de l'État. Alors Pierre le Grand n'avait pas de raison de s'en priver. Alors quand Pierre le Grand est mort, il n'a plus de soutien. Et on l'a envoyé se faire des grandes vacances en Sibérie, et le palais a été transformé en école militaire, et il y a eu constamment des transformations, et ce sont les soviétiques qui ont restauré le palais Menchikov dans sa création d'origine, y compris pour des bâtiments qui ont été construits après, qui ont été faits dans le même style. Les Russes sont des grands amateurs d'art, mais ils sont aussi très traditionnalistes en architecture. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des horreurs. Hein. Saint-Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg, les Russes, comme à Moscou, je suppose, comme dans toute la Russie, sont très friands de spectacles. Ils aiment tout autant la danse et le ballet, sous toutes ses formes, l'opéra, la musique et le cinéma. Saint-Pétersbourg compte un très grand nombre de théâtres. Là encore, impossible de les compter. Ça existe certainement, quelqu'un peut le sait. Je n'ai pas eu la curiosité de le savoir. Après tout, quand on aime, on ne compte pas. Le théâtre Michel, qui est l'un des, après le Mariinsky, et qui est un des plus connus, et fait toujours concurrence avec le théâtre, avec le Mariinsky, qui est de réputation mondiale, comme vous le savez. Le théâtre Mariinsky, ou théâtre Marie,
qui doit son nom à l'impératrice Maria Alexandrovna, épouse d'Alexandre II, fut inauguré triomphalement le 2 octobre 1860 avec l'opéra La vie pour le tsar de Mikhaïl Glinka, le père de la musique russe. Je ne vous parlerai pas ici des musiciens russes, nous n'avons pas le temps. Et depuis Glinka, qui a été considéré comme le père de la musique russe, en mariant la fugue occidentale, et c'est lui que l'on considère généralement comme le fondateur de la musique russe s'entend, nationale. Parce qu'il y a quand même eu des compositeurs avant, et beaucoup d'Italiens d'ailleurs, des Italiens, des Français, des Allemands, mais on considère que la musique russe existe depuis Mikhaïl Glinka. Alors, ce théâtre Mariinsky avait succédé au théâtre de Pierre, parce que construit en pierre, c'est pas le théâtre de Pierre le Grand, ouvert en 1783 pour accueillir les troupes de théâtre, d'opéra et de ballet. Mais en 1803, il cessa de produire du théâtre dramatique et cette troupe fut supprimée. De 1935 à 1991, il s'est appelé GATOB, ce qui veut dire en français Théâtre d'État académique d'opéra et de ballet. Pourquoi faire simple? Alors il a été complété en 1935 à 1991 par le nom de Sergueï Kirov, maire stalinien de Leningrad, assassiné en décembre 1934, vraisemblablement sur ordre de Staline. Ça lui a donné un bon prétexte pour faire les purges de 1937. Le théâtre, maintenant, a repris son nom de Mariinsky, c'est-à-dire qu'en 1991, la ville de Saint-Pétersbourg, la ville de Leningrad, a décidé de s'appeler, par référendum, eux au moins ils sont démocrates, ils font des référendums, de s'appeler à nouveau le théâtre Mariinsky. D'ailleurs, presque tous les théâtres ont repris leurs anciens noms. Et moi, je me souviens que j'ai découvert ce théâtre en septembre 1992, un an après la fin du communisme. On avait déjà supprimé la faucille et le marteau qui était au-dessus du balcon impérial. Et un an plus tard, ils avaient rétabli la couronne impériale. Et maintenant, partout, on a rétabli les souvenirs. Je me souviens à l'époque, c'était en 92, eh bien, on voyait partout, dans tous les kiosques de librairie, on vendait des portraits de Nicolas II et de la grande duchesse, de l'impératrice Alexandra. Les Russes ont bien des leçons à nous donner. Alors, en 1980, Valéry Gergiev en fut nommé directeur artistique de l'opéra, puis directeur général et artistique. Alors, le pauvre Gergiev, en ce moment, a bien à souffrir de la fausse Europe. On lui a annulé des contrats qu'il avait dans des villes extérieures de la Russie. Et sans doute qu'il a perdu son talent, du fait que des diktats de l'Amérique. Le théâtre Michel, qui était le deuxième théâtre par l'importance de Saint-Pétersbourg, ou théâtre français de Saint-Pétersbourg, fut nommé en l'honneur du grand-duc Michel, fils puiné de l'empereur Paul Ier, dont le palais se trouve à proximité, et nous en avons parlé, il abrite le musée russe. Le théâtre ouvrit en novembre 1831 pour accueillir des troupes françaises, ou parfois allemandes, ceux qui recevaient des contrats de 2 à 5 ans en moyenne. À partir des années 1870, le théâtre accueillit en permanence une troupe française. C'est pourquoi, je répète, on lui donna alors son nom de théâtre français. L'un des directeurs les plus célèbres a été Lucien Guitry. Et Sacha Guitry est né là-bas, il a habité pratiquement au théâtre Michel, et il s'appelle Sacha parce que son parrain, c'était l'empereur Alexandre III. Tout simplement. Et bon, là, ils furent joués des pièces classiques, jusqu'en 1918, parce que les communistes, les soviétiques, ont interdit, ont foutu à la porte les Français, et pour faire un théâtre un théâtre soviétique. Alors,
il a eu la réputation, à l'époque on a joué beaucoup de pièces françaises, mais aussi bien de Victor Hugo, d'Alfred de Musset, d'Eugène Scribe, d'Alexandre Dumas, enfin je ne vais pas faire la liste, de Molière ou de Beaumarchais. Dans les années 90, quand le Mariinsky fut en travaux, ah oui, le Mariinsky avait brûlé, c'était un ancien cirque. Hein. Il y a eu un incendie, donc il a fallu le refaire. Eh bien, on est allé au Théâtre Mali. Alors, bien sûr, les amateurs éclairés vous diront que c'est beaucoup plus intéressant d'aller au Mariinsky, c'est aussi beaucoup plus cher, mais les mises en scène sont très très bien au théâtre Mali. Et quel bonheur vous avez quand vous allez voir un opéra où vous voyez que les gens ne sont pas systématiquement déguisés en SS ou en n'importe quoi, mais qui respectent une... Moi j'ai été voir une dizaine de fois Jeune Onégine ou La Dame de Pique, c'est dans les costumes d'époque, c'est une mise en scène, un décor moderne mais classique, et on y prend beaucoup de plaisir. Alors, dans les années 1920-1930, on l'a transformé en salle de concert et Shostakovich y a créé des œuvres, comme par exemple Lady Macbeth de Szymanski. Et ainsi, il y a eu également la première de Guerre et Paix de Serge Prokofiev en 1946. Alors, de 1989 à 2000 ans, ce théâtre qu'on appelait le Mali Operny fut renommé Théâtre Moussorski. Depuis, il a retrouvé, comme la plupart des rues de Saint-Pétersbourg et les monuments, le nom d'avant la Révolution. Il n'y a pas l'année dernière, le quai Robespierre est redevenu le quai de l'Assomption, je crois. C'est-à-dire que tous les noms bolcheviques, sauf toutes les rues, ont été renommées. Il n'y a que les rues qui ont reçu des noms d'artistes, d'écrivains, de trucs comme ça qui, elles, ont gardé le sens. Par exemple, le canal Catherine s'appelle toujours canal Griboyedov parce que c'est un grand écrivain soviétique. Et puis bon, il y a assez de noms d'empereurs et de tsars et de grands-ducs dans le pays. Et ils ont gardé la culture, les noms, disons, d'artistes. En dehors de ces théâtres, mais en partenariat avec eux, tous les ans, la ville organise ou accueille des festivals de musique ou de théâtre, des expositions et des concours. Le plus célèbre d'entre eux, bien entendu, c'est le Festival des Nuits Blanches. Au mois de juin, pendant 2 ou 3 semaines, dans le Palais Sens des Nuits Blanches, quand le soleil ne se couche pas. C'est étonnant. Quand vous êtes à Saint-Pétersbourg, au moment des Nuits Blanches, il est 3h du matin, vous voyez clair comme ici à 3h de l'après-midi. Et d'ailleurs, ça décoiffe un petit peu parce qu'on ne s'en rend plus compte. On est en train de se balader dans les rues et on se dit « Ouh, mais il faut se lever demain !» Alors, ce festival est toujours de grande qualité, d'importance, et j'espère que ça l'est toujours maintenant, que le boycott ne va pas jusqu'aux artistes. Et alors, on donne aussi, dans la rue, des représentations musicales et théâtrales exceptionnelles qui sont organisées avec des vedettes internationales qui ont plaisir à venir dans ce lieu réputé pour l'art. Alors, Saint-Pétersbourg a toujours été une capitale pour la musique. Quand Pierre le Grand est venu à créer Saint-Pétersbourg en 1703, il est venu avec son orchestre de Moscou qu'il a installé, et l'orchestre de la cour. Et après, Catherine II a fait venir des artistes italiens. C'était la grande mode où il y avait pratiquement pas de compositeurs russes parce que c'était des Italiens. Et on envoyait les Russes se faire musicaliser en italien, mais les Italiens venaient aussi conquérir. Ça n'empêche que ça a créé la musique russe avec de grands compositeurs. Alors je ne développerai pas le nom de tous ces artistes, il faudrait un certain temps. Et le théâtre donc s'est développé en parallèle avec la musique. Il y a un très bon livre sur le sujet qui a été écrit sur l'histoire de la musique russe. J'ai un trou pour vous dire le nom de l'auteur, c'est chez Fayard. C'est passionnant, vous voyez des choses. Et alors, il y avait des formes musicales qui n'ont existé qu'en Russie.
Et on a reconstruit il n'y a pas longtemps, recréé plutôt, ces orchestres particuliers qui étaient faits avec des cornes. C'est des grands trucs métalliques et chaque appareil si on peut dire, joue une note. Eh bien, je peux vous assurer que c'est absolument exceptionnel. On a créé ça, bien sûr, et vous avez toutes les partitions qui peuvent être jouées de la même façon. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, c'est au cours de la première moitié, même du XIXe siècle, la ville a connu un épanouissement culturel, scientifique et technique sans cesse croissant. C'est à Saint-Pétersbourg, au cours du XVIIIe siècle, qu'ont été créées les grandes institutions scientifiques, sous l'impulsion de Pierre le Grand et de Catherine II. Et oui, c'est à Saint-Pétersbourg, donc, qu'on a commencé à construire les universités, les écoles, les académies, etc. Et aujourd'hui, la ville est toujours à côté de Moscou, le plus important centre d'enseignement supérieur et de recherche. À partir des années 1870, le théâtre donc s'est développé, continuant les travaux entrepris par les super tsars, mais enfin disons Pierre le Grand et Catherine II et ceux qui l'ont suivi. Parmi les universités qui ont été créées à cette époque, et qui continuent d'exercer, 43 sont publiques, 22 sont militaires et 50 privés, mais bénéficient de diplômes reconnus par l'État. Les plus réputés sont l'Université de Saint-Pétersbourg, bien entendu, l'Université d'économie et de finance, l'Université polytechnique, l'Académie des beaux-arts, le Conservatoire Rimsky-Korsakov et l'Académie militaire de logistique et de transport. Le Conservatoire Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg a fêté en 2012 son 150e anniversaire. Inauguré le 20 septembre 1852 dans la ville qui était alors la capitale de la Russie impériale, il a joué un rôle majeur dans la vie artistique et culturelle internationale, non seulement russe, mais de toute l'Europe, et plus tard, même du monde entier. Je ne peux pas donner la liste des professeurs, c'est une très grande liste qui conviendrait, il y en aurait bien pour un bon moment à passer, mais signalons, parmi les plus célèbres, parmi les élèves, Georges Balanchine, Sergueï Diaghilev, le chef d'orchestre, Diaghilev, le fondateur des ballets russes, le chef d'orchestre Valéry Gergiev, bien entendu, mais aussi les compositeurs Prokofiev, Tchaïkovski, Anton Arensky, Skovsky et Rachmaninov, et tant d'autres qui sont au panthéon de la musique classique universelle. La direction lui a été confiée très rapidement à celui qui lui a donné son nom, Rimsky-Korsakov. Or, Rimsky-Korsakov est un autodidacte total. Et quand il est devenu directeur du conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui porte désormais son nom, il n'y connaissait rien à l'enseignement de la musique. Mais il avait composé déjà des tas de chefs-d'œuvre absolument étonnants. Il est considéré comme un des plus grands compositeurs, mais il demandait des conseils à ses élèves, et notamment à l'un d'eux qui s'appelait Tchaïkovski. Alors, vous voyez qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de diplôme pour montrer qu'on était un génie. Alors, bien sûr, là encore, on pourrait parler longtemps des musiciens de Saint-Pétersbourg, mais on peut aussi citer, à grands traits, bien sûr, Saint-Pétersbourg. J'en cite une partie dans mon livre. Pas tous, parce qu'il faudrait encore un gros livre pour cette époque-là. Vous pensez qu'en 3 siècles, c'est une kyrielle d'artistes. Les Russes sont des artistes par principe. Saint-Pétersbourg, siège du pouvoir et centre intellectuel de la Russie devant 2 siècles, a attiré les plus grands écrivains russes. En revanche, elle a été une source d'inspiration majeure de leur œuvre, comme je le démontre dans mon livre. Cette ville de fantômes
a su en moins de 3 siècles se peupler d'ombres, de figures de légende, écrit Vladimir Troubetskoy. Marcher dans Saint-Pétersbourg, c'est comme le vent du poète, feuilleter la culture russe. Hermann y traque la comtesse Raskolnikov, qui a tué l'usurière, et il erre le long du canal Catherine, l'actuel canal Gabrielov, comme je vous l'ai dit. Akaki Akakevitch, le petit homme vengeur, est devenu spectacle arracheur de manteaux près du pont Kalinkin. On retrouve toujours dans la littérature russe, pas toujours bien sûr, mais très souvent, les lieux de Saint-Pétersbourg. Et un de ceux qui a le plus utilisé Saint-Pétersbourg dans son œuvre, c'est Dostoïevski. Et on peut suivre des itinéraires dans Saint-Pétersbourg en lisant tout simplement les œuvres de Dostoïevski. On pourrait faire la même chose pour Gogol, bien que ce soit moins précis. Mais bien sûr, et d'abord, c'est, Pouchkine, qui a été le grand inspiré de Saint-Pétersbourg. Il y avait 2 opéras que, si vous vous intéressez à la culture russe, vous ne pouvez pas ne pas connaître, c'est Eugène Onegin et La Dame de Pique. Eh bien, ces 2 opéras se passent à Saint-Pétersbourg. Le Cavalier de bronze, la première œuvre mondialement connue de Pouchkine, a pour thème Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg idéalisé. L'atmosphère fantastique de Saint-Pétersbourg, son irréalité, la folie de ses habitants, sont des thèmes repris dans les nouvelles de Saint-Pétersbourg de Nicolas Gogol, qui passa plusieurs années malheureuses dans la ville et écrivit en 1837 la perspective Nevsky, qu'il présente, qu'il anthropomorphise. Vous connaissez sans doute la culture russe aussi bien, sinon mieux que moi, et on retrouve toujours ces lieux. Aujourd'hui, la ville est à côté de Moscou, je vous l'ai dit, un grand centre culturel. Alors, il y a aussi une chose qui est née à Saint-Pétersbourg, et bien que ce soit une aventure française, disons, on peut dire pétersbourgeoiso-parisienne, ce sont les ballets russes. Les ballets russes ont été créés en 1738 à l'initiative de l'impératrice Anna Ivanovna, qui demanda aux Français, Jean-Baptiste Landais, la formation des élèves du personnel du palais afin de les faire prendre part au spectacle de la cour. Ce fut la première école de ballet russe. En 1862, un autre Français, Marius Petipa, dont vous avez entendu parler, lui donna ses lettres de noblesse en devenant le premier maître de ballet du théâtre impérial. Il laissa 40 ballets, dont la plupart sont au répertoire des théâtres du monde entier, encore aujourd'hui. Après lui, la gloire des ballets russes se poursuivit avec Mikhail Fokin et Serge de Diaghilev qui créaient les ballets russes. À Paris, en 9, lorsque survient la Révolution, la dictature communiste aurait pu faire disparaître l'école, mais grâce à la ballerine Agrippina Vaganova, le ballet fut sauvé en devenant une vitrine du régime. Pourquoi il aurait pu le faire disparaître? C'est que la plupart des danseurs, qui très souvent avaient épousé de nobles personnages, même des danseuses étaient devenues princesses, se sont exilés pour ne pas avoir... D'abord parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'argent, et il n'y a que quelques personnes très attachées à leur ville et à la Russie qui ont continué, dont cette Agrippina Vaganova. D'ailleurs, aujourd'hui, l'école de ballet de Saint-Pétersbourg s'appelle l'école Agrippina Vaganova. Il y a un musée, je pense qu'il a dû être restauré depuis quelques années parce que je l'ai voulu le visiter il n'y a pas longtemps pour y faire une exposition. Toutes les vitrines étaient défoncées. On pouvait se servir, comme ça si on avait voulu. Mais maintenant, on ne reconnaissait plus Saint-Pétersbourg. Moi j'ai découvert en 1992, je vous l'ai dit, c'était pas un champ d'Orvine, mais l'était presque. Maintenant, toujours au mois de septembre, on déambulait, j'ai dit, est-ce que c'est possible que c'est la ville que j'ai connue en 1992 ?
tout est propre, restauré. Les rues de Saint-Pétersbourg sont drôlement plus propres que les rues de Paris. Il y a toujours des petites dames qui sont là en train de nettoyer. Le résultat, c'est les touristes qui viennent disent « Oh, mais c'est extraordinaire !» Je ne dis pas qu'il n'y a pas des défauts, mais bon, ce qu'on est bien obligé quand on est honnête, c'est de reconnaître l'évolution de cette ville. Alors, l'Académie des Beaux-Arts ne date que de 1757 et elle a été établie dans des bâtiments néoclassiques construits par un Français, Valin de la Motte. Et c'est un très beau bâtiment de style néoclassique qui fait l'honneur de la ville. Mais si Saint-Pétersbourg est bien la capitale culturelle du Nord, Saint-Pétersbourg, c'est aussi, depuis sa création, une des capitales spirituelles de la Russie. Tout de suite, Saint-Pétersbourg fut placé sous le souffle de l'esprit et du surnaturel. Pierre le Grand avait voulu qu'elle fût créée le jour de la Pentecôte, le 16 mai 1703, sur l'île aux Lièvres. L'île aux Lièvres, c'est le nom qu'avaient donné les Finnois, ce qui prouve bien qu'elle était déjà utilisée à cette époque-là. Maintenant, vous voyez un peu partout, il y a des sculptures de lièvres pour rappeler le souvenir légendaire. Pas toujours d'ailleurs d'un grand goût, mais enfin. Alors, à l'époque, ce n'était encore qu'une forteresse construite à la hâte, en terre et en bois, pour remplacer la forteresse de Nienstadt, construite dans un autre boucle de la Neva, où des fouilles récentes, à l'occasion de l'immeuble de la compagnie gazière, ont permis de découvrir des vestiges du néolithique et tout un tas de fouilles. Elle a été habitée par les gens de Novgorod et de différentes et des Suédois, bien entendu. Et Niestland, d'ailleurs, c'est un nom suédois qui occupait la ville. Et les Suédois, quand ils ont été en guerre contre Pierre le Grand, ont mis le feu à la forteresse en bois, parce qu'ils ont dit ça va leur servir pour nous prendre à revers. Ça n'a pas manqué, ça d'ailleurs c'est arrivé, et Pierre le Grand a décidé de construire la forteresse, reconstruire la forteresse là où elle est à l'heure actuelle. Alors là aussi, ce fut miraculeux, entre guillemets, parce que le choix aurait été conseillé par un aigle descendu du ciel. Le 14 mai, Pierre étant à se promener sur les bords de l'estuaire de la Neva, à la recherche d'une île pour y installer sa ville, il se trouvait sur l'île aux Lièvres, proche de la terre ferme, quand il entendit dans l'air un aigle qui planait au-dessus de lui. Alors, histoire, légende, le fait, c'est ce qui a été retenu. Il prit cela pour un signe et décida, en marquant le sol d'une croix, au nom de Jésus, il y aura ici une église qui portera le nom des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Et après la lecture d'une prière pour la fondation de la ville, et après l'aspersion de l'eau bénite, il prit une pelle et entreprit de creuser le premier fossé. Alors, l'aigle fondit sur l'île à grand bruit d'ailes et se mit à planer au-dessus d'elle. Dans le fossé, il fit déposer un sarcophage, et après qu'il eut été aspergé d'eau bénite, on y déposa une arche d'or. Pardonnez-moi, c'est le froid de la Neva. On déposa un sarcophage, et après qu'il eut été aspergé d'eau bénite, on y déposa une arche d'or contenant les reliques de l'apôtre Saint-André, le premier appelé, et on le recouvrit d'une dalle. Saint-André est le deuxième saint patron de Saint-Pétersbourg. Pierre donna à la ville le nom de Saint-Pétersbourg. Je devrais dire plutôt à la forteresse, parce que la ville n'était pas encore construite. C'est d'abord une forteresse qui a été faite pour protéger le pays des invasions suédoises, et la ville s'est construite un peu après. Mais c'était des baraquements en bois. Et jusqu'à qu'il décide de faire venir et d'en faire sa capitale.
Alors, il avait gardé déjà une forme néerlandaise en l'honneur de son saint patron. Parce que c'est une erreur fréquente de croire que Saint-Pétersbourg tire son nom de celui de son fondateur, alors qu'en fait, est l'honneur celui de l'apôtre Saint-Pierre. Après que la forteresse ait brièvement porté le nom néerlandais de Saint-Pétersbourg, elle a été très vite baptisée Saint-Pétersbourg, consonance allemande. Depuis, elle a changé 3 fois de nom. Lors de l'entrée en guerre de la Première Guerre mondiale, elle est devenue Pétrograd. Et le 18 août 1914, exactement. En 1924, à la mort de Lénine, et à nouveau Saint-Pétersbourg, le 6 septembre 1991. Si vous voulez plus de détails, j'ai donné tout ça dans mon livre. La renomination, il faut dire que tout le monde avait été exaspéré du changement de nom que les Romains expression. Alors, les habitants l'appellent parfois familièrement Pétersbourg ou même Peter. Mais la région continue de s'appeler Leningradsky en souvenir du siège nazi où elle a subi un véritable martyre. Là aussi, je vous renvoie à mon livre où je donne force détails. En tout cas, c'était un événement considérable. Il y a eu 3 millions de morts de faim. Et ce qui est étonnant, je le disais à quelqu'un tout à l'heure, la ville n'était presque pas bombardée. Elle était bombardée régulièrement, mais on ne touchait pas aux infrastructures anciennes de la ville. Et alors, il semblerait, d'après des textes récents, que Hitler ne voulait pas détruire la ville. Il voulait la donner aux Finlandais. Ce qu'il voulait, c'était détruire les habitants. Et il voulait qu'ils crèvent de faim. Et il y a des textes, je le publie justement dans mon cahier, des ordres donnés par Hitler. Il fallait faire disparaître les gens qui, après tout, ils travaillaient pour les Finlandais. Les Finlandais travaillaient pour lui, parce que quand on dit que les Allemands attaquaient, faisaient le siège, c'était aussi bien des Finlandais, il y avait même des Espagnols, il y avait des troupes de toute l'armée nazie qui faisaient le siège de Saint-Pétersbourg. Alors il y a, en témoigne, un immense cimetière qui est un peu émouvant, et quand vous avez le bonheur ou la possibilité d'écouter des survivants, et à Paris, c'était vraiment la fête à côté. Les gens mouraient dans la rue, tout simplement. Ils n'avaient plus de quoi manger. Il y a même eu des cas quand on mange les gens de cannibalisme. Ça a été effroyable. Alors c'est pour ça qu'on peut comprendre que les Pétersbourgeois gardent le nom de Lénine au siège, enfin le nom du siège. C'est pas le nom de Lénine, parce qu'il n'y a pas beaucoup. J'y dois rester 4 sculptures de Lénine dans Saint-Pétersbourg. Et il n'y a pas longtemps, il y en avait une, elle a eu un problème. Elle a une roquette qui l'a traversée à la hauteur des fesses. Et devant la gare de Smolensk, vous voyez Lénine avec un gros trou comme ça, un gros trou de balle, pas de balle, mais de roquette. Et ils peuvent pas, c'est difficile, il y a encore des survivants de l'époque, supprimer complètement Lénine. Comme il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que ils apprécient encore Staline. Mais c'est les petits jeunes. Nous, après tout, on apprécie bien Napoléon. Alors c'est un peu le même jus. Et comment dirais-je, ils gardent l'image de l'homme extraordinaire qui a sauvé, qui a donné une grandeur à la Russie. Mais croyez-moi, c'est les jeunes, ça passe. Encore que, c'est quelquefois eux qui se souviennent simplement de l'image du grand homme qui a protégé leur pays. N'oubliez pas qu'en 1953, quand il est mort, les gens étaient perdus. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire sans le petit père? Et on voit les films qui ont été pris à cette époque. Bon. Mais ne jugeons pas, nous ne serons pas jugés. Donc,
En construisant Saint-Pétersbourg, Pierre voulut qu'elle fût le siège d'un grand monastère, comme les deux précédentes capitales de la Russie, Kiev et Moscou. D'ailleurs, à propos de Moscou, dans notre voyage du mois de février, nous vous inviterons à visiter la Laure de Saint-Serge, qui est à quoi, 75 km de Moscou. 75. C'était étonnant, hein. Vous pouvez pas vous voir ça. Bon, il y a une ville qui est ancienne, qui est belle, et il y a toute une ville dans la ville qui est un monastère avec des églises de tous les styles, et constamment des prières. C'est étonnant, c'est étonnant. C'est pas lourd, hein. Il y a plus de foi qu'à Lourdes. Il y a peut-être autant de touristes, mais bon, je sais pas, je m'en suis pas aperçu. Alors, nous ferons ce voyage pour Maslenitsa, et si vous voulez demander des détails sur ce qu'est Maslenitsa d'ailleurs, eh bien Galina se fera un plaisir de répondre à vos questions une fois que j'aurai fini de vous parler de Saint-Pétersbourg. Mais je répondrai à vos questions aussi. Alors, Pierre a ainsi fondé en juin 1710 le monastère de la Sainte Trinité Alexandre Nevski, ou Saint-Alexandre Nevski, en hommage à son prédécesseur, protecteur céleste de la nouvelle capitale de la Russie. Le lieu avait été décidé par le tsar sur les bords de la Neva, à l'embouchure de la petite rivière Monastika, qui existe toujours, qui s'y jette et où la tradition veut que ce soit déroulée la bataille de la Neva. Peut-être avez-vous vu le film Alexandre Nevski, et il y a une scène qui se passe, c'est pas la scène où les chevaliers teutoniques vont avec leurs grosses armures s'enfoncer dans la glace, mais Alexandre Nevski, c'est un peu, on pourrait dire, le Jeanne d'Arc de la Russie. C'est lui qui a libéré le pays des envahisseurs teutons. Alors, Alexandre Yaroslavitch Nevski est né en mai 1220 à Pereslav-Zalewski. Il est mort le 14 novembre 1269 à Goroset, et c'est un héros national russe, célèbre par ses victoires militaires. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous le conseille vraiment d'aller voir ce film, qui est un film de propagande stalinienne, mais que l'on voit toujours avec autant de plaisir, parce que c'est au moment où Staline s'aperçoit qu'il faut récupérer les patriotes. Alors, Saint-Alexis est connu chez nous, il a donné son nom à de nombreuses églises, et vous avez à Paris la cathédrale de la rue d'Aru, qui s'appelle Saint-Alexandre Nevski. Son nom est fêté le 23 novembre et le 30 août, date de la translation de ses reliques à Saint-Pétersbourg. À la suite d'une visite de reconnaissance des lieux, Pierre avait décidé de la création d'une première église en bois, entourée de cellules monastiques. Elle fut consacrée le 25 mars 1713 sous le vocable de l'Annonciation. Mais très vite, ce monastère de bois, en Russie, autrefois les églises étaient toujours construites d'abord en bois, et le premier fut le premier à Saint-Pétersbourg. Il fut remplacé entre 1717 et 1722 par un monument en pierre dont Domenico Tresini fut chargé de réfléchir à la conception. C'est celui que vous voyez à l'heure actuelle, et une messe, enfin une liturgie à Saint-Alexandre Nevski, c'est un grand moment, parce que même Staline avait rétabli un conservatoire de la musique liturgique orthodoxe dans cette église. Ceci, entre parenthèses, dans l'église actuelle, vous voyez au moins 3 ou 4 icônes représentant la famille impériale russe. Vous voyez Nicolas II et sa famille, Nicolas seul, qui sont représentés dans l'église. Vous le voyez partout, dans toutes les églises, grandes églises de Russie, vous voyez Nicolas II. Nous, on ne voit pas encore Louis XVI. Il y a même les saints patrons, les saints de nos églises. Alors le monastère fut doté, bien entendu, de vastes terrains et de 25 000 cerfs pour les cultiver. Un port fut créé à proximité, et très vite le monastère devint l'un des plus riches de Russie. Ben oui, c'était celui des Romanov. C'est autour qu'était enterrée la famille impériale jusqu'au moment
où Pierre le Grand a décidé que les empereurs seraient enterrés dans la cathédrale Pierre et Paul. Alors, autre saint de la Russie, Constantin, qui font considérer comme saint patron de la ville, mais ce fut saint Alexandre Nevski, dont je viens de parler, qui devient très vite le principal saint patron de la sainteté pétrovienne. En 1797, par un oukase, Paul Ier éleva le monastère au rang de l'or. Alors là, peut-être que le frère Thierry pourrait nous dire ce que c'est qu'une lore. C'est l'équivalent d'une archi-abbaye. Donc il y en a très peu. Il y en a 3 en Russie. Oui, mais je parle en Europe qui comprennent. C'est un père abbé qui a les fonctions d'un évêque. Donc il a le caractère épiscopal. Donc la Lore, c'est l'équivalent d'une archi-abbaye comme le Mont Cassin, Saint-Maurice au Valais, là en Suisse. Voilà. Ben, vous en savez plus que moi. Donc normalement, un monastère oriental est gouverné par un archimandrite, mais qui n'est pas revêtu du caractère épiscopal, alors que dans une lore, l'archimandrite est évêque. Et bien souvent, dans ces lores, c'était des évêques résidentiels qui, une fois qu'ils prenaient leur retraite, devenaient abbés, ou se retiraient à la lore. Alors, la lore Alexandre Nevski est très belle, c'est de style 17e, mais elle n'a pas la beauté de la lore de Saint-Serge dont nous parlait, ou qui est de style russe, parce qu'il y a quand même un style de Saint-Pétersbourg, qui d'ailleurs a essaimé après de Pierre le Grand dans toute la Russie. Alors, c'est le 3e centre religieux de la Sainte-Russie, après Kiev et Saint-Serge de Moscou. Et une école slavonne y fut attachée au monastère en faisant le premier établissement d'éducation religieuse de Saint-Pétersbourg avec son imprimerie. Alors, selon la légende, Saint André le premier appelé, évangélisant la Russie, aurait planté à cet emplacement une croix sur les collines où devait être conduite plus tard la ville de Kiev, mais à Saint-Pétersbourg, passant par là, aurait établi une croix donc qui aurait... bon, alors c'est de la légende, parce que Saint-André, c'est quand même bien avant la création de Saint-Pétersbourg, mais si l'on admet qu'il y avait déjà pas une ville, mais enfin une cité à partir du XIe siècle, tout peut, et même avant, c'est de la légende, donc on peut tout admettre. Mais Saint-André a une part très très importante dans la vie, non seulement de Saint-Pétersbourg, mais dans la société russe. Puisque, d'abord, Saint-André était le frère de Saint-Pierre, saint patron de Pierre le Grand, et Pierre le Grand créa, dès le début, avant même Saint-Pétersbourg, l'ordre de Saint-André comme premier ordre en Russie. Et depuis 1700, la croix de Saint-André apparaît sur les drapeaux de l'armée, définissant ainsi le symbole de la marine russe tel qu'il l'est actuellement. En dehors des reliques du saint enfouies dans les fondations de la forteresse, comme je l'ai dit un peu plus haut, en 1703, d'autres reliques de ce saint furent enfouies dans la collégiale de la Sainte Trinité, alors principale église de la ville, détruite, hélas, sur l'ordre de Staline, cours du balcon du palais de Tchetchinskaya, un beau palais 1900 qu'il avait pris, et il a voulu faire une place pour faire ses baratins, et maintenant un monument a été construit pour rappeler la mémoire de cette église de la Trinité, qui était, rappelons-le, la première église de Saint-Pétersbourg, quand Saint-Pétersbourg était un gros village en bois. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Saint-Pétersbourg, il y a un monument sur cette place à la mémoire des victimes du soviétisme. Et bon, on reconnaît, et tout de suite ils reconnaissent les crimes, et puis on a construit ça, mais dès le début de la fin de l'Union soviétique.
Au XIXe siècle est apparue Sainte Xenia de Pétersbourg. Alors, c'était une brave femme qui était passionnément amoureuse de son mari, qui est mort avant qu'ils aient pu consommer le mariage, je crois. Non, c'est pas ça, Jean-Bernard. Non? Il n'a pas pu, ça n'existait pas. Il n'a pas pu se confesser, il est mort subitement. Et puisque c'était pas très bien, pour faciliter sa vie après mort, elle s'est habillée en homme, elle a porté toujours ses vêtements, elle s'est fait, elle a pris le nom de son mari, et donc elle se promenait comme ça, elle priait toujours pour la paix de son âme. Et elle est très très aimée jusqu'à maintenant parce que les gens qui prient à Sainte Xenia, ils découvrent que ça aide. Voilà. Eh bien, c'est une autre version de celle que j'avais, mais peu importe, Oui, puisque, je vous assure, hein, comme, le mariage a été oui, bien. mais même sur le site Orthodoxie, il y a des versions différentes. Alors, bon, peu importe, c'est pas vieux pourtant, puisque ça date du 19e siècle, mais il y a constamment des gens qui viennent en pèlerinage à Sainte Xenia. Vous y êtes allé l'autre jour, Ah ouais, et là c'est minuscule. Hein. Mais pourquoi? Eh ben, tout simplement, elle a fait des miracles. Et un jour, Alexandre III avait été grièvement blessé dans un attentat et il attribue sa guérison à Sainte Xenia qu'il avait prié. Alors, constamment, on va prier, il y a des messes qui sont données, mais c'est pas à la taille de Saint-Isaac ou des grandes églises de Saint-Pétersbourg. Et il y a une foi extraordinaire. D'ailleurs, c'est une visite que nous n'avons jamais le temps de faire, c'est d'aller visiter les cimetières de Saint-Pétersbourg. Je suppose que c'est comme les cimetières russes. Il y a une petite table pour que la veuve ou les enfants viennent manger, boire auprès de la tombe du grand-père. Alors justement, puisqu'on parle de cimetière, il y a Sainte-Geneviève-des-Bois, ça je ne l'ai pas vu, j'ai visité rapidement. À Saint-Pétersbourg, à la Laure Alexandre Nevsky, il y a 3 cimetières. Cimetière de la noblesse, où ont été mis les grandes familles, cimetière des artistes et des écrivains, et un cimetière communiste. Alors c'est très amusant le cimetière communiste, il est aussi intéressant que les autres, parce que vous voyez des roues dentées, il n'y a aucune croix bien sûr, et il y a des roues dentées, il y a des trucs comme ça. Mais quant au cimetière des artistes, où il y a les tombeaux de Tchaïkovski, etc., enfin tous les grands écrivains, Tolstoï, seulement ils l'avaient démoli à la Révolution, et puis ils se sont dit, oh là là, c'est une ressource pour les touristes ça. Alors ils ont reconstruit le cimetière Saint-Lazare en mettant les tombes, en mettant les musiciens entre eux, donc n'allez pas avec trop de recueillement sur la tombe d'un artiste ou d'un écrivain, pensez simplement qu'il avait été entouré là. Mais c'est une très belle visite à faire. Que ce soit sous la neige ou que ce soit sous le soleil, c'est absolument extraordinaire. Alors, 1917, la vie spirituelle de Saint-Pétersbourg va prendre une autre tournure, puisque la Sainte Russie bascule dans l'enfer. Les bolcheviks ayant confisqué les libertés et le pouvoir après leur coup d'État d'octobre, ils se déchaînèrent avec virulence sur tout ce qui rappelait l'ancien régime, le tsarisme et la religion chrétienne en particulier. Les dernières religions à avoir été attaquées, ce sont les bouddhistes et les juifs. La synagogue a été ouverte très longtemps. La famille, une très belle synagogue d'ailleurs, le tsarisme et la religion, mais petite parce qu'Alexandre III avait dit, dans un pays chrétien, il ne faut pas que les églises non chrétiennes soient plus grandes que les cathédrales orthodoxes. La famille impériale connut le martyre que l'on sait, les religieux furent torturés et assassinés, avec sadisme et barbarie, par les barbares soviétiques. À l'image de leurs ancêtres, et républicains nés en France, leurs maîtres c'était, n'oublions pas, Rousseau, Voltaire, Diderot et Robespierre, ils ont publié un des premiers décrets qui décidait de la séparation de l'Église et de l'État,
et de la séparation de l'école avec l'édile. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, chez nous il n'y a pas longtemps. L'église, je ne citerai pas de nom, l'église se trouva dès lors privée de tout financement de la part de l'État et de toute mission d'enseignement. Durant l'été 1921, une grande famille ayant sévi dans 34 provinces couvrant les régions de la Volga, de l'Oural, du Caucase, de la Crimée et du sud de l'Ukraine causa plus de 23 millions d'affamés. Vous pouvez voir sur YouTube des photos des affamés. C'est pire qu'à Dachau, parce que vous voyez tous ces petits gamins qui sont en train d'essayer de manger une petite truc et qui mourraient de faim dans la rue. Alors, impossible de résoudre la tragédie par l'incapacité naturelle et par l'idéologie criminelle, les communistes ne trouvant rien de mieux, entreprirent une grande campagne de confiscation des biens de l'Église, comme on le fit chez nous, en France, à plusieurs reprises. Lénine justifia ce vol dans une lettre du 12 mars 1922, dans lequel il écrivait « Nous devons, de façon radicale et rapide, confisquer les biens de l'Église afin de nous assurer un fonds de plusieurs centaines de millions de roubles or, aucune activité de l'État, aucune industrialisation, sans cela ne serait concevable. » Mais rien ne fut prévu par l'État communiste pour venir en aide aux malheureux. L'Église, au contraire, à l'initiative du père Tichon, du patriarche Tichon, aujourd'hui Saint Tichon, quelques mois avant le début de la campagne de confiscation de ses biens, avait créé un comité public ecclésiastique d'aide aux affamés. Les cathédrales, les grandes cathédrales comme Saint-Isaac, recueillirent des dons venus de l'étranger, ce qui ne plut pas au gouvernement communiste, qui prit la décision d'interdire le comité ecclésiastique et de saisir tous les fonds recueillis, soit plus de 9 millions de roubles. Il est vrai et le rouble n'avait pas la même valeur que maintenant. Il est vrai que le comité des chrétiens avait agi en infraction avec la loi soviétique qui interdisait toute activité missionnaire de bienfaisance ou de pacification. Pendant quelques années, la dictature communiste eut une politique très relativement conciliante envers la pratique privée, tout en volant par confiscation, en détruisant ou en démantelant tous les biens de l'Église. Mais en 1924, avec la prise du pouvoir par Staline, elle se déchaîna contre toute forme de vie spirituelle. Le peuple terrorisé dut assister silencieusement à la destruction de ses icônes et de multiples destructions de biens d'édifices religieux. Ceci dit, les soviétiques n'ont pas détruit les belles églises du XVIIIe siècle. Ils ont détruit les églises néo-gothiques, quelque chose. C'est pour ça qu'on voit, à part quelques éléments, toutes les églises du XVIIIe siècle qui sont debout. Est-il nécessaire de rappeler que Lénine avait posé sa politique criminelle non seulement sur les pensées de Marx, mais sur les travaux des penseurs français du XVIIIe siècle? Je ne le pense pas. On peut avoir une idée de cette persécution des églises en ouvrant tout simplement son ordinateur et en cherchant sur Wikipédia, où vous trouverez plusieurs vidéos à la référence, comment ça s'appelle, pardon pour les E, les tabous de l'histoire, communisme et ésotérisme. Et on voit comment tout a été massacré, comment les prêtres ont été ridiculisés, humiliés de toutes sortes de manières. Alors pour faire ces petites magouilles, le régime soviétique avait institué la Ligue des militants athées. Alors là, vous pouvez avoir beaucoup de détails en regardant tout simplement sur Wikipédia et vous avez les chiffres que je ne vous assénerai pas puisque vous avez la possibilité de les voir sur votre appareil. Il y a beaucoup de choses et avec les documents, donc ce n'est pas des insinuations. Donc pensez-y, les tabous de l'histoire, communisme et ésotérisme, de Marco Capuzzo Dolcetta, Marco Ferro, directeur de la revue Annales, consultant historique. Ce sont des émissions
italienne, mais en français. Alors, ils avaient, pour s'associer, ils avaient créé la communauté des 100 dieux. Et là encore, vous avez toutes les références sur le site de Wikipédia. Alors bien sûr, le responsable, c'était un nommé Lemelin Mikhailovitch Yaroslavski, qui était né Minaïn Israilovitch Goulbemian. Il a fait beaucoup de choses, ça a duré un certain temps, jusqu'à 1941, quand Staline a compris que il fallait récupérer les patriotes et qu'il a donné des libertés aux chrétiens. Alors depuis la fin du communisme, non seulement les percussions se sont arrêtées, et l'Église orthodoxe n'a cessé de se développer. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est que quand vous visitez Saint-Pétersbourg maintenant, vous voyez toutes les églises restaurées, rénovées, voire reconstruites. Et c'est stupéfiant de voir avec quelle foi les gens remplissent les églises de Saint-Pétersbourg. Alors à ça, tout a changé. On a pris aussi une autre vision de la famille impériale et jusqu'à ce que Nicolas II et sa famille soient considérés comme des saints, et on considère Nicolas, et vous le voyez sur des icônes avec des... Par l'église russe hors frontières, et après par l'église patriarcale russe. Ah, c'est un mot. Alors, toutes les églises ont été rendues au culte à Saint-Pétersbourg, sauf 4. Les 4 cathédrales, on appelle ça le musée des cathédrales. Je ne sais pas si vous étiez il y en avait parmi vous. Nous avions reçu une des conservatrices de ces musées. Mais moi j'ai vu Saint-Isaac, Notre-Dame de Kazan, qui avait été transformée en musée de l'athéisme. Donc tout avait été démoli, et maintenant tout a été restauré tel que c'était avant. Et pour bien montrer que c'est comme c'était avant, ils ont mis les photos de l'iconostase, etc. Et c'est stupéfiant, et ça a été fait par des dons. Les gens, alors moi j'ai vu au début, ils ont fait ceux qui allaient supporter l'iconostase en bois. Et petit à petit, suivant les dons, ils rajoutaient une colonne, un chapiteau, une icône, et maintenant c'est absolument terminé. Et c'est somptueux, avec une des plus belles liturgies que vous pouvez écouter, et Notre-Dame de Kazan est tout à fait réputée pour ses chœurs. Tandis que Saint-Isaac, ma foi, maintenant, il y a petit à petit la restauration du culte dans cette église qui ressemble plutôt à des grands bains romains qu'à une église vraiment... on ne peut pas dire que ça inspire tellement la foi. C'est somptueux. Mais quand même, maintenant, on est heureux, les Russes sont heureux de reprendre tous leurs anciens du culte, sauf, je vous dis, les 4 cathédrales restées... Alors, c'est le 14 août 2000 que le tsar martyr et sa famille ont été canonisés par l'Église orthodoxe de Russie, c'est comme vous disiez, qui l'a inscrit au martyrologe de l'Église orthodoxe, et Saint Tsar Nicolas, tel est son nom, est vénéré le 17 juillet. Je ne me souviens plus de la date, mais la famille impériale et les martyrs qui les accompagnaient à Ekaterinbourg ont été réinstallés officiellement dans la cathédrale Pierre et Paul, où on a construit spécialement une chapelle, parce que comme Nicolas avait abdiqué, il n'est pas enterré avec les autres, mais juste à côté. Et quand vous visitez la forteresse Pierre et Paul, vous avez toujours une longue queue de gens qui viennent rendre hommage au tsar et qui très souvent mettent une fleur, un bouquet, etc.
Alors, vous voyez, on n'a même pas ça à Saint-Denis, chez nous, mais il y a cette chose surprenante de voir justement que Nicolas II et la famille impériale est honorée dans son pays. Autre chose qui est amusante à Saint-Pétersbourg, à la forteresse Pierre et Paul, il y a un carillon et qui à midi sonne l'hymne impérial de la Russie. Et il paraît que le carillon n'a jamais été capable de jouer l'hymne soviétique. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que je ne sais pas? Mais en tout cas, vous avez ça. Et encore une vieille survivance à la forteresse Pierre et Paul. À midi, il y a un coup de canon. C'était Nicolas Ier qui a organisé ça, qui à midi précise donne l'heure à tous les Pétersbourgeois qui sont de l'autre côté. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Saint-Pétersbourg. J'espère ne pas avoir été trop long, mais j'ai simplement conscience de ne pas avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur Saint-Nicolas, sur Saint-Pétersbourg. Alors le mieux, c'est d'aller voir. Voilà, on est à votre disposition. Je vais passer la parole 2 minutes à Galina pour vous expliquer ce qu'est Maslenitsa, qui se fête bien entendu à Saint-Pétersbourg. À vous Galina. Voilà, je pense que déjà les gens sont très fatigués. Déjà bravo d'avoir écouté tant d'informations. Donc je ne vais pas vous charger dites ce que vous avez à dire de l'information sur Moscou. Donc qu'est-ce que je veux dire? Déjà c'est moins sérieux et c'est plus varié. Moscou, la capitale de Russie depuis XIIe siècle. C'est les princes de Moscou qui ont créé l'État russe, justement avec le soutien de hauts clergés russes comme Saint-Serge de Radonège du XIVe siècle, qui a aidé le prince de Moscou, Dimitri, à réunir les terres russes autour de Moscou et à repousser les Tatars qui sont restés 300 ans, qui ont dominé les principautés russes. Donc, qu'est-ce que je voulais... Et qu'est-ce que c'est Maslenitsa? Voilà. Parce que nous ne parlons pas de Moscou aujourd'hui. Voilà, on ne parle pas de Moscou aujourd'hui. Du voyage. Pourquoi on a décidé d'y aller au mois de février? Déjà, ma conviction, c'est que voir la Russie, il faut la voir en hiver. Parce que 6 mois de l'année, c'est l'hiver en Russie. C'est couvert de neige, c'est très beau. Et pour ceux qui sont allés, ils savent que c'est moins froid que nous les Russes, on a en voyage en Europe. Parce que tous les écrivains russes du 18e, du 19e siècle se sont toujours plaints d'avoir eu froid en Europe où ils sont allés en hiver pour, soi-disant, être un peu au chaud. Karamzin, Dostoïevski, Gogol, ils ont eu toujours très froid en hiver. Parce que chez nous, en hiver, c'est très chauffé. Et quand on est dehors, on a moins froid parce qu'on s'habille chaudement et c'est sec. Parce que le plus froid, c'est autour de 0 degré et avec l'humidité. Voilà, donc ça, pour les gens qui pensent que ce sera froid, je vous assure, il faut se comprendre tout simplement. Pourquoi vous avez choisi cette date? Voilà, parce que dès mon enfance, c'est la plus belle fête, c'est la semaine de fête avant le grand carême. Parce qu'en Russie, carême, c'est sérieux. Maintenant, justement, le carême, les 40 jours de carême de Noël ont démarré le 28 novembre. Et ça va durer jusqu'à 6 janvier, Noël russe. Et la veille de deuxième grand carême, c'est le carême de Pâques, on a l'équivalent de carnaval dans les pays catholiques. C'est une semaine quand on ne peut plus manger la viande, mais on peut encore manger du fromage blanc, de la crème, etc.
Et en plus, ça coïncide, comme vous savez pas que c'est la fête qui est calculée tous les ans, c'est compliqué. Donc ça tombe pas sur une date précise, mais grosso modo, c'est le début du printemps. Et ça a adopté cette semaine, la veille du Grand Carême, ça a adopté des fêtes païennes de début de l'année de la fin de l'hiver. Et à Maslenitz, on brûle l'effigie de l'hiver. C'est une grande poupée qui est faite en branches, en herbe sèche. Et on la brûle et ça signifie la fin de l'hiver. Et le symbole de cette semaine, ce sont les crêpes russes, les blinis, qui ont la taille d'une assiette et qu'on mange en y enroulant toutes sortes de bonnes choses qu'on peut encore manger. C'est du poisson, du saumon fumé, du caviar, des œufs de saumon, etc. Et moi je me souviens quand j'étais petite, c'était du caviar, puis c'était les œufs de saumon, puis c'était du saumon tout court, et bon, puis c'était des petits poissons, les sprottes, etc. Parce que ça devenait de plus en plus cher. Et donc c'est une semaine, on ne met pas de costume, mais on s'amuse beaucoup dehors. Il y a encore la neige, mais c'est moins froid. Et il y a les jeux de neige, on fait des forteresses de neige. Les Russes, d'autrefois, ils sortaient beaucoup en traîneau, attelés de chevaux. On faisait des courses à la Troïka. Et on visite des amis, on visite la famille. Tous les jours, il y a 7 jours. Oui, la vodka, ça coule ça comme fleuve. Et voilà. Et c'est une période, même à l'époque communiste soviétique, on ne pouvait pas éliminer ça. Parce qu'on pouvait encore vous gronder pour les gâteaux de Pâques à l'école, mais pour les blinis, tout le monde les faisait. Il n'y a pas de famille qui n'en fait pas. Et donc ça se vend dans les rues, les gens mangent, les gens écoutent la musique. Et c'est vrai que c'est une chose à voir parce que toute la vieille Russie sort. Déjà, il y a 2 grands écrivains russes qui ont vécu après la Révolution à Paris. C'est Ivan Bounin et Ivan Shmelov, qui ont décrit Ivan Shmelov dans son livre qui est sorti chez Sirte en français, dans son livre L'été de Dieu. Il décrit toutes ces fêtes russes et beaucoup il parle de Maslenitz. Et Maslenitz, c'est justement, Maslenitz, c'est beurre. Donc c'est la semaine du beurre, quand on ne peut plus manger la viande. Donc Jean-Bernard, je lui permettrai de manger des pelmeni avec de la viande, mais si on en trouvera. Voilà. Bon, on en trouve à Paris. Et surtout, il y a des foires, on apporte beaucoup de jouets russes, beaucoup de... voilà. Donc on ira voir tout ça, d'autant plus qu'il y a 2 grands palais des tsars qui ont été restaurés à Moscou. Parce que Moscou, avec Pierre le Grand, la capitale est déménagée à Saint-Pétersbourg. Donc il n'y avait plus tellement sauf les palais de Kremlin, mais il y avait un palais qui a été abandonné par Catherine II qui ne voulait pas y vivre. C'est Tsaritsina qui a été restauré récemment, il y a 10 ans. Et il y a un nouveau palais de Tsar Alexandre Mikhailovitch qui était en bois. Et c'est vraiment l'architecture russe. Et quand elle est devenue vieux, déjà sous Catherine II, elle a été démontée. Elle a été défaite parce que les isbas russes, les maisons russes, ils se vendaient comme des Legos. Déjà, donc ça se faisait. Puis on mettait les numéros, on défaisait, c'était un tas de bois. Et puis on le refaisait. Donc ça a été détruit, mais on a pris les mesures. Et donc ça vient d'être fait, je n'ai pas encore visité, j'y vais maintenant au mois de décembre pour superviser nos itinéraires. Et c'est la première fois que j'y irai, c'est l'année dernière que ce palais